16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité en direct, entrepreneur franco-américain. Son combat dans les prisons turques avait ému nombreux d'entre nous, ses amis et son avocate notamment, maître Carole Olivia Montenot, s'était alors exprimé à ce micro pour défendre ses droits. Fabien Azoulay, notre invité aujourd'hui, pour raconter alors son calvaire qui a duré 4 ans dans son livre intitulé Istanbul, dernier arrêt, sorti aux éditions Plomb. On en parlera dans cette émission, un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05, Noam Cartozo. L'occasion, bien sûr, comme toujours, de découvrir nos invités, toujours en direct sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Fabien Azoulay. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité et en direct aujourd'hui. On est le 1er avril. Voilà, on n'a pas pris de vacances, on n'est pas au Touquet, mais nous on est là. J'ai envie de dire merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui pour découvrir votre actualité qui n'est pas sans lien avec qui vous êtes. Et comme c'est l'ADN de cette émission, j'aimerais vous demander 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels? Libre, heureux, accompli. Accompli. Eh bien, on va voir, on va progresser tout au long de cette émission ensemble. Et donc, le début, toujours le début. Fabien Azoulay, vous êtes né un 18 juillet 1977 à Paris 15e. Vous avez grandi avec votre frère Xavier dans une famille modeste, dites-vous. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? Alors, j'ai eu une belle enfance, je pense. Ma mère nous a toujours entourés d'amour et elle était présente, comme elle était mère au foyer, elle était très présente. J'étais un peu difficile comme garçon, j'étais très agité. J'étais nerveux, j'étais tout le temps agité, donc c'était un peu dur pour ma maman de me tenir en laisse, entre guillemets. Mais j'ai eu une belle enfance remplie d'amour et vraiment, il y a rien à dire. Même mon père faisait de son mieux, donc il y a rien à dire là-dessus. Vous dites à un moment donné dans votre livre que le côté modeste dans votre famille génère finalement chez vous une sorte d'envie de réussite, de réussir, parce que vous n'avez pas les mêmes moyens que les gosses du 16e ou encore du 17e. C'est vrai, donc j'ai été à Dauphine, j'ai fait mes études à Dauphine, et c'est vrai que j'étais mis en face de gens qui avaient beaucoup plus de moyens que moi. Et ça m'a donné en fait cette rage de réussir. Et j'avais été à New York quelques fois en vacances ou en repérage de lieux, on va dire. Quand d'autres allaient sur la côte, Exactement. Vous, c'était New York. Monaco, Saint-Tropez, moi, c'était New York. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc, juste après mon diplôme, j'ai décidé de m'exiler aux États-Unis. Et c'est là où je me suis bâti un petit empire, mon rêve américain. Enfin, on peut l'appeler de diverses façons. C'est ça, vous allez passer un bac et puis vous faites des études à Dauphine où vous obtenez un master de sciences de gestion, diplôme en poche. Ce qu'on vous propose comme job à Paris ne vous convient absolument pas. Je crois qu'il y a un petit passage où vous faites un entretien pour travailler dans la banque, si je dis pas de bêtises, si mes souvenirs sont bons dans votre livre. Et vous décidez de partir pour New York avec 2000 € en poche. Donc finalement, c'est quelque part un rêve de gosse qui se réalise. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc j'arrive à New York, on m'avait eu un stage en finance, je fais ce stage pendant 8 mois et je réalise en fait que, alors je gagne très très bien ma vie, je gagne 5 fois ce qu'on m'avait proposé à Paris, pour un jeune étudiant c'est inespéré. Mais en fait, je réalise que j'aime pas du tout ce que je fais. Je travaille énormément et c'est pas ma passion. Et puis la société devait me sponsoriser pour avoir les papiers, mais il se trouve que le 11 septembre se passe. Donc mon sponsor, il va pas se matérialiser. Et donc, suite à ça, j'ai recherché un autre travail et j'ai été engagé en tant que général manager dans un spa français, un spa pour hommes dont le propriétaire connaissait évidemment Dauphine, parce que Dauphine c'est pas très connu aux États-Unis, mais en France c'est assez réputé. Et donc il m'engage très rapidement. Et Philippe Dumont. Et il me donne les clés de son magasin. En
fait, il me dit, moi, ma vie est à Paris, donc c'est toi qui gère le show. Et donc, je vais apprendre sur le tas un petit peu à avoir une équipe de 25 personnes sous moi, et j'étais le plus jeune. À l'époque, je crois que j'avais 24 ans. Et ça a été une expérience très enrichissante. C'est ça, il vous propose ce projet, il a 10 ans de plus que vous, ce Philippe, et puis après ce laps de temps, vous faites quelques mois en tant que général manager de spa pour hommes au départ, et vous décidez à 25 ans de vous mettre à votre propre compte, de prendre votre envol. C'est exact. Donc à 25 ans, en 2003, j'ouvre mon premier spa qui s'appelait Broadway Spa sur la 25e et Broadway, donc dans le Flatiron. Ensuite, en 2007, le 7 juillet 2007 pour être précis, j'ouvre le deuxième qui s'appelle Iguazu des Spas. Et puis en 2011, j'ouvre le troisième dans le East Village qui s'appelait le Village Beauty Lounge. Il faut dire que votre clientèle est merveilleuse, dans le sens où vous avez les plus grandes stars qui viennent. Donc vous réussissez concrètement, Fabien Azoulay, il y a Eva Mendes, Cher, Jessica Alba ou encore Madonna qui fréquentent vos lieux successivement. À l'espace de 13 ans, vous avez monté 3 spas qui ont donc beaucoup de succès, jusqu'au jour où à 39 ans, en 2016, vous décidez de tout vendre, tout plaquer pour faire un tour du monde. Alors oui, on peut dire ça, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une cliente qui est venue me voir et qui m'a dit, en fait, qu'est-ce que vous pensez entre ce rose orangé et ce rouge nacré ou quelque chose comme ça. Et je l'ai regardé, en fait, sans rien dire, parce que c'était une cliente quand même, mais dans ma tête, je me suis dit, il y a tellement de choses plus importantes à s'occuper dans le monde que la couleur de ses ongles. Et en fait, cette superficialité qui existe à New York et qui m'avait fait vibrer, cette féerie de l'argent, des marques, du paraître, ça me faisait plus vibrer. Et donc, j'ai décidé de tout vendre avant d'entamer un tour du monde pendant lequel je me viderais la tête et je penserais à un nouveau projet à mon retour à New York qui me ferait vibrer. Ah là, pour le coup, vous allez le faire, le tour du monde, et vous allez en voir des vertes et des pas mûres, comme on dit. Vous commencez ce périple en septembre 2016. Istanbul devait être votre dernier arrêt, comme l'indique le titre de votre livre, Istanbul, dernier arrêt, sorti aux éditions Plomb. Et au départ, vous joignez, entre guillemets, l'utile à l'agréable en vous disant que vous partez pour une greffe capillaire, puisque c'est une pratique très courante en Turquie, mais cela ne va pas du tout se passer comme prévu. Nous sommes le 25 septembre 2017. Vous venez d'arriver d'Israël pour la Turquie. Que se passe-t-il ? J'avais donc commandé ce produit du GBL depuis Israël avec ma carte de crédit à mon nom, mais livré à mon hôtel, l'hôtel où j'allais rester, où j'étais resté plusieurs fois à cet hôtel d'ailleurs. Et donc la réceptionniste me dit mon paquet est arrivé. Je lui dis de toute façon je suis en chemin vers l'hôtel. J'arrive à mon hôtel. Je vois la réceptionniste, j'ouvre le paquet devant elle, je dis ok c'est bien ça, je me retourne, m'apprête à monter dans ma chambre, et là, police, vous êtes en état d'arrestation. Et donc là, à ce moment-là, c'est comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Je passe d'un an de tour du monde où j'ai des images en tête qui sont magnifiques, des levées de soleil, des couchers de soleil, des régions que j'avais visitées, à une arrestation qui que je ne comprends pas. Alors, la vente du GBL n'est plus autorisée depuis juillet 2016, mais vous ne le savez pas. On est un peu plus d'1 an plus tard. Sur le site sur lequel vous avez commandé, visiblement, on n'est pas au courant. C'est un site israélien ? Non, c'était un site lituanien. Un site lituanien. Vous commandez 2 litres de GBL en solvant. Ce qu'il faut aussi indiquer à nos auditeurs, parce que j'ai suivi bien sûr cette histoire, quand on se dit 2 litres, c'est énorme. Mais c'est le seul choix, la seule option que vous avez pour commander. Alors, c'est pas le seul choix. Il y a 2 litres minimum, mais il y a 5 litres, 10 litres, 50 litres. C'est le seul choix minimum qu'on vous propose. C'est ce qui fait que du coup, vous êtes obligé d'en commander autant. Et c'est ce qui fait que vous allez dire à la police, c'est pour ma consommation personnelle, mais eux ne l'entendent pas de cette manière parce que c'est quand même beaucoup. Oui. A priori. Mais aussi, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que quand ils m'ont arrêté, la première question qu'ils m'ont posée, c'est « Êtes-vous gay ?»
Et donc, il savait pertinemment, d'une, que je n'étais pas un dealer, mais que cette substance était très consommée dans le milieu, dans la communauté homosexuelle. C'est ça, c'est une substance qui est, bon, c'est une drogue, il faut le dire concrètement parlant. Pour ceux qui ne savent pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le GBL et, entre guillemets, à quoi ça sert? On est obligé de l'expliquer, et aussi ses dérives, parce que le GBL peut devenir du GHB. Oui, tout à fait. Donc, c'est en fait un détergent pour jantes de voiture qui est détourné en un stimulant sexuel. C'est un stupéfiant qui reste dans le sang pendant 2 heures et ensuite qui disparaît. Donc moi, mes amis qui étaient étudiants en médecine me recommandaient cette drogue parce qu'ils disaient c'est indétectable dans le sang, ça part au bout de 2 heures. Après, tu peux manger, tu peux dormir, il n'y a aucun effet secondaire. Maintenant, quand il est utilisé avec de l'alcool, il peut mettre des personnes dans le coma. Et c'est là où le danger réside. Ce qu'on appelle donc la drogue du violeur. C'est pour ça que dans le milieu, on l'appelle la drogue du violeur. Mais il faut bien savoir que c'est pas quand on le prend par lui-même que c'est une drogue du violeur. C'est quand il est mélangé à de l'alcool, quand les gens sont dans un bar et qu'ils en mettent dans un verre d'alcool. Oui, là, ça devient la drogue du violeur. Vous avez parlé de vos amis en médecine. Ce qu'il est aussi important de préciser, c'est que le GBL est pratiqué dans les hôpitaux parce qu'au-delà de désinhiber quand c'est avec de l'alcool, ce solvant permet justement de permettre, entre guillemets, d'anesthésier quelque part l'esprit des patients. C'est ça, c'est bien ça, vous avez tout dit. C'est important de le préciser. L'une des fonctions, donc, c'est d'inhiber l'activité cérébrale, ce qui fait que l'on appelle cette drogue du violeur. Mais ce n'est pas le cas quand on vient vous chercher. On est au stade où c'est du GBL. Donc, la question ne se pose même pas de savoir ce que vous allez en faire, finalement, parce que vous vous posez même la question de se dire, est-ce que je ne vais pas revendiquer le fait que c'est pour les jantes d'une voiture? Vous le dites en rigolant, quand on vous pose la question, vous êtes tenté de répondre ça. Oui, mais je me suis pas caché de... Puisque quand on vous pose la question, est-ce que vous êtes gay, vous répondez automatiquement oui. De fait, vous êtes franco-américain. Aux États-Unis, il n'y a pas de problème avec ça. Et donc, en Turquie, vous n'avez pas le temps de réfléchir. De là, Fabien Azoulay, vous êtes interpellé par la police turque. On vous emmène en interrogatoire. On vous demande intempestivement pour qui vous travaillez. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites, on se moque de moi? Non, je me dis, vu les preuves que je leur apporte, au bout d'un moment, ils vont comprendre que je suis vraiment pas un dealer. Je leur montre le reçu de ma carte bleue sur mon téléphone du site d'où je l'ai commandé. Je leur montre la liste des pays vers lesquels la vente est interdite qui paraît sur le site web. Je leur montre de mon application l'argent que j'ai sur mes comptes bancaires, que je viens de vendre mes business, que j'ai je vais pas dire une tonne d'argent, mais j'ai énormément d'argent sur mes comptes bancaires. Ils le voient, c'est mon nom, c'est mon adresse. Je me dis, toutes les preuves sont là. Et quand ils me ramènent au commissariat, c'est le commissariat qui se trouve à l'intérieur de l'aéroport. Donc vraiment, dans ma tête, je me suis dit, ils sont prêts à me déporter et c'est juste le protocole pour essayer de voir si peut-être je suis dealer, mais quand ils vont s'apercevoir que je ne suis pas, ils vont juste me déporter, histoire finie. Vous demandez à parler à quelqu'un, au bout d'un long moment, on vous l'autorise, vous appelez votre père dans la nuit. C'est ça. Qu'est-ce que vous lui dites et qu'est-ce qui en découle? Alors, ils m'ont autorisé 60 secondes, 1 minute de téléphone avec mon père. Je l'appelle sur son fixe parce que je sais que mon frère ne répondrait probablement pas sur le portable à cette heure de la nuit. Donc, j'appelle mon père à 4 heures du matin. Il habitait encore en Israël. Il répond et là, je l'entends paniquer. Enfin, sa voix est comme figée quand je lui dis « Papa, je me fais arrêter en Turquie ». Votre frère sera prévenu. Il va vous trouver une avocate, conseillée, je crois, par le consulat, qui va s'avérer être une avocate catastrophique, véreuse. Alors, on peut le dire. Oui, la première d'une série de longues expériences avec les avocats turcs qui n'ont été que véreux, qui n'ont servi à rien, sauf à nous mener, en fait,
En bateau. En bateau. On peut dire qu'il y a beaucoup d'extorsion d'argent, Oui. parce que pour lever le moindre doigt de pied, c'est entre 5 000, 15 000 euros, et puis c'est à chaque fois mirobolant. On vous promet que vous allez sortir rapidement, parce que comme c'est pour de la consommation personnelle, ça va aller, mais ça se passe pas du tout comme ça. Suite à cette première journée, vous passez en comparution immédiate, sauf que vous ne comprenez forcément pas le turc, qu'il ne parle pas bien l'anglais, et vous sentez qu'on ne vous traduit pas tout. Ah, Vous pressentez, je dirais même. C'est le cas, en fait. Déjà, le traducteur me demande de répéter plusieurs fois ce que je veux dire au juge. Donc déjà, j'ai un doute. Et aucun mot du juge ne m'est traduit. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que le juge dit. Je ne sais pas la véracité des propos de mon avocat envers le juge, parce que ça n'est pas traduit non plus. Et donc, à l'issue de cette audience, le juge, qui ne connaissait même pas le GBL, ça c'est mon avocate qui me l'a dit, ni le juge ni le procureur ne savaient ce que c'était. Le juge va quand même demander de 20 à 30 ans de réclusion pour ça. Et ça, je ne l'apprendrai que 6 mois après. Mon avocate n'a pas osé me le dire. Mon frère l'a su, mais elle a été virée immédiatement. On a trouvé une autre avocate qui était censée être un ténor du barreau, qui est venue me voir en prison, qui m'a dit que ça faisait 25 ans qu'elle venait voir des détenus et que dans mon cas, je n'allais pas rester des mois ni des semaines, mais que dans quelques jours, je serais dehors. Vous êtes condamné à 20 ans de réclusion par la justice turque pour détention de stupéfiants, réduit finalement à 16 ans et 8 mois de prison pour bonne conduite lors du verdict. Est-ce que vous sentez que c'est un traitement particulier ? Alors écoutez, ils avaient en possession mes 2 passeports. Ils savaient que je venais d'Israël. Donc j'avais encore un passeport où à l'époque, Israël tamponnait le passeport. L'arrivée. Alors que maintenant, c'est un papier rose qui donne, mais à l'époque... Papier volant. Voilà, à l'époque, c'était ça. Et donc, j'en avais une flopée dans mon passeport. Donc, c'était difficile de pas savoir que j'étais juif. Gay, je leur avais confié. Donc, et la France n'était pas vraiment aimée par la Turquie, par le président turc. Donc, j'étais français, américain, juif et gay. Ça faisait beaucoup. Oui, c'était le tiercé gagnant pour eux. Fabien Azoulay, ce qui est important de dire, c'est que vous êtes condamné à 16 ans et 8 mois, mais comparativement, parce qu'on va expliquer les gens que vous avez rencontrés, c'est énorme comparativement à des personnes que vous avez en face de vous en prison, qui ont fait des choses extrêmement graves. Alors on était donc une 60aine de détenus dans la cellule dans laquelle je suis arrivé, et c'était tout crime confondu en fait. Là c'est les 6 jours d'observation? Non. Ou c'est après? Non, parce c'est qu'il y a après. 6 jours d'observation 8. où vous êtes d'abord en 8 jours, où vous êtes en quarantaine. Oui. Vous faites des rencontres bien sûr les plus dingues les unes que les autres. Vous vous retrouvez avec des dealers qui vous disent que la drogue ça ne passe pas du tout en Turquie. Et finalement on arrive là. Pour être chronologique, la commission qui vous a vu vous défaire dans la cellule C13 du bâtiment réservé aux étrangers du complexe pénitentiaire de Maltepe, qui compte clairement 5 prisons en tout. Vous dites que ce n'est pas une prison, mais une ville, un Hollywood, et vous êtes bien placé pour en parler, une Cinecittà des voleurs et des assassins. Et donc, qui vous avez en face de vous? Alors, j'ai des terroristes, talibans, Daesh, des violeurs d'enfants, des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes, des trafiquants d'humains. Donc j'ai une belle panoplie de criminels. Et certains ne prennent que 5 ans. Et certains ne prennent que 5 ans. Pour quel motif? Alors voilà, j'ai rencontré ce Pakistanais qui avait été aussi médiatisé. Et en fait, il était là pour avoir violé un enfant de 5 ans. L'avoir coupé en morceaux avant de jeter son corps dans la poubelle. Et il avait pris 5 ans de prison. Quand vous tentez de comprendre le fonctionnement, qui est qui, en quelque sorte, pour savoir comment se débattre, se défendre dans un milieu qui n'est absolument pas le vôtre, vous n'avez qu'une angoisse, Fabien Azoulay, c'est que l'on apprenne que vous êtes juif et homosexuel. Alors, ce qui s'est passé, c'est exact, sauf que malheureusement pour moi, il y avait beaucoup de Maghrébins dans la prison et que mon nom n'est pas passe-partout au Maghreb.
principalement au Maroc, ils ont le conseiller du roi qui s'appelle Azoulay. Ils savent qu'il est juif. Donc la nouvelle va aller très vite dans la cellule. C'est bien que tout le monde sait que je suis juif. Mon homosexualité, je n'en ai jamais parlé, je l'ai jamais révélé à qui que ce soit parce que je me disais, la combinaison des deux, ça serait peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour eux. Et vous en faites les frais? Alors, au début, ça se passe relativement bien, on va dire entre guillemets, parce que j'arrive à cantiner pour tout le monde. Qu'est-ce que vous appelez par cantiner? Alors, c'est une bonne question. C'est un réflexe de prisonnier que j'ai pris en disant cantiner comme ça. Mais toutes les semaines, nous avons le droit de passer une commande comme une épicerie, une grande épicerie de prison. Seulement ceux qui ont les fonds pour faire cette cantine. Grâce à mon frère qui m'envoie de l'argent toutes les semaines sur mon compte de prison, j'arrive à cantiner la limite maximum de ce que je peux acheter. Et j'ai en général 2 caddies de supermarché remplis, donc j'ai assez pour en faire plusieurs mois pour moi seul. Mais comme je distribue à tire-larigot aux autres détenus, ça m'achète en fait ma tranquillité et puis un peu de calme, quoi. Jusqu'au jour où un certain prisonnier va rentrer dans votre cellule et au bout de 2 jours, ça se dégrade. Alors, il faut savoir que cet Ouzbékistan venait d'intégrer la cellule 2 jours avant. Nos regards ne s'étaient pas croisés. Je ne connaissais même pas son nom. La seule chose que je savais de lui, c'est qu'il avait tué son père et sa mère et qu'il écopait d'une peine de 125 ans. Donc, c'était pas vraiment l'individu avec lequel je voulais échanger quoi que ce soit. Et un jour, juste après l'appel du matin, qui avait lieu à 7h, il est venu dans la chambre où je dormais. Enfin, je dormais plus, j'étais allongé sur mon lit, mais je dormais plus. Et en fait, il me fait un signe de me retourner. Donc, je l'avais vu avec une bouilloire à la main. Et moi, je pensais tout naïvement qu'il voulait m'offrir du thé, ou alors offrir du thé aux détenus qui étaient derrière moi. Sauf qu'il y avait personne derrière moi. Donc, quand je me suis retourné, j'ai vu personne, je me suis retourné en face de lui. Et c'est là qu'il m'a jeté au visage la bouilloire d'eau bouillante, en criant à la Akbar. Vous dites avoir été persécuté, harcelé plus que les autres, vous pensez? Oui, parce que il y avait un peu de jalousie du fait que moi, j'arrivais à cantiner toutes les semaines et les autres, non. Alors, même si j'étais généreux et tout, il y avait quand même une jalousie qui était bel et bien là. Mais c'est la seule fois où la seule, entre guillemets, fois où j'étais agressé. Mais ensuite, j'ai été racketé par un jeune Syrien et c'était juste après mon agression. Donc, je me sentais vraiment pris dans un étau et que je savais pas comment ça allait se terminer. Vous allez dormir par la suite avec un couteau sous l'oreiller, Fabien Azoulay. Qui vous dit « Toi, si je te tue, j'irai au paradis » ? C'est justement ce Syrien de 21 ans qui était en prison depuis l'âge de 14 ans. Donc de la prison juvénile, il a été transféré à la prison pour adultes. Il était ami avec les gardiens, avec la plupart des gardiens. Et il était, pour 21 ans, j'arrivais pas à croire qu'un gamin de 21 ans puisse avoir une telle... puisse être aussi malveillant et méchant avec quelqu'un qui avait le double de son âge. Donc il m'a dit ça pour commencer. Ensuite, ça a été du chantage pour que je lui écrive une partie de la cantine. Donc au début, j'acceptais. Je me suis dit, je vais pas me mettre plus de problèmes. Si je lui passe 20 ou 30 euros par semaine, c'est pas un problème. Puis il m'a demandé 50. Puis il m'a demandé 75. C'est-à-dire que 75 euros, on peut pas dépenser plus de 75 euros par semaine. Ce qui voulait dire que si je lui donnais toute ma cantine, j'avais plus rien pour moi. Et donc je lui ai dit mais non. Et puis il m'a dit mais si. Parce que si jamais tu fais pas ça, tu vois les 2 lames que j'ai entre les phalanges, je vais te faire des X sur les joues pendant que tu dormiras. Et ta petite brûlure que tu as eue là il y a quelques semaines, ça sert à rien à côté de ça. Donc j'étais pris de panique et je me suis dit mais comment, jusqu'à où ça va aller? Et donc je lui ai écrit la totalité de la cantine, mais j'en ai jamais parlé à mon frère parce que je pense qu'il aurait... C'était quelques semaines après l'agression dont il avait été informé. Et je pense que je sais pas, j'étais prêt à
à débrancher la prise, comme on dit en anglais, ou à prendre des pilules pour mettre fin à tout ça, parce que je voyais plus la fin. On continue cette émission avec vous, Fabien Azoulay, pour votre livre intitulé Istanbul, dernier arrêt, sorti aux éditions Plomb, que Radio J vous offre dans un instant. Pour le gagner, très simple, téléphonez gratuitement au 01 77 62 72 89. 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et on vous enverra ce livre dans un instant. C'est le rappel des titres juste avant la suite de cette émission sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Ethanit. Il est 15h30, bonjour et bienvenue tout de suite, c'est le journal avec vous Ethanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Tsahal s'est retiré de l'hôpital Shifa de Gaza City après une opération antiterroriste de 2 semaines. Pour le ministre israélien de la Défense, les interrogatoires des terroristes menés sur place nous ont rapprochés de l'effondrement du Hamas et ont montré que l'organisation se désintégrait de l'intérieur. Fin de citation. C'est une première. Le Hamas a présenté ses excuses aux Gazaouis pour les souffrances causées par la guerre dans un long communiqué publié sur sa chaîne Telegram. Le groupe terroriste a néanmoins réitéré sa volonté de poursuivre les combats qui, selon lui, doivent permettre de parvenir à la victoire et à la liberté des Palestiniens. Une base israélienne à Eilat a été visée tôt ce matin par des milices pro-iraniennes en Irak. Le bâtiment a été endommagé sans faire de victimes. Tsahal enquête sur cet incident. Des milliers de manifestants se sont rassemblés hier soir devant le Parlement israélien à Jérusalem pour demander la démission du Premier ministre Benyamin Netanyahou. C'est la 2e manifestation en 2 jours. En France, la ministre en charge de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, a annoncé que des assises de lutte contre l'antisémitisme se dérouleraient le 6 mai prochain. Sont invités à participer à cette initiative l'ensemble des partis politiques qui ont un groupe à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Enfin, 2 jours après la découverte d'ossements du petit Émile, des dizaines d'enquêteurs ont passé au crible ce matin les environs du hameau du Haut-Vernay où le garçonnet de 2 ans et demi avait disparu en juillet dernier. Les recherches dureront le temps qu'il sera nécessaire, a averti le commandant du groupement de gendarmerie des Alpes de Haute-Provence. Merci beaucoup Ethanit Belaïch, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Fabien Azoulay et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous en direct jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Fabien Azoulay, pour son livre intitulé Istanbul, dernier arrêt, sorti aux éditions Stock. Je révise le tir et j'embrasse les autres éditions. Forcément, j'avais envie d'évoquer beaucoup de choses avec vous, Fabien Azoulay, dans ce livre très dense où vous racontez vos conditions de détention, évidemment. Est-ce qu'il y a, outre ce livre-là, des choses que vous n'avez pas dites et que vous voudriez dire aujourd'hui? Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été édités en fait. Et oui, j'aimerais parler. J'ai donc un ange gardien qui m'a beaucoup aidé pendant cette incarcération. Il y a plusieurs stratagèmes qui ont été mis en place pour essayer de me faire sortir de prison. Et si je peux les partager avec les auditeurs, donc ça m'aiderait, oui. Les stratagèmes, c'est votre frère qui se bat pour vous, Xavier. Il élabore 3 plans à la prison break, si je puis me permettre. Oui, c'est tout à fait ça. Pour vous exfiltrer de Turquie. C'est tout à fait ça. Donc le premier était de me faire transférer de Maltepe à une prison proche de la frontière grecque.
cette prison avait une aile ouverte, c'est-à-dire que tous les 3 mois, j'aurais une permission d'une semaine, permission de sortie d'une semaine. Et pendant cette permission, il me ferait m'évader avec un Zodiac pour rejoindre la Grèce. Parallèlement à ça, j'avais un ami, Jeff, qui avait déjà entamé un processus de changement d'identité. Donc j'allais être en fait un prisonnier en cavale pour le reste de ma vie. Et quand mon frère m'annonçait ça au parloir, je me disais, mais comment je pourrais ? Je m'appellerais plus Fabien Azoulay, j'aurais plus le même numéro de sécurité sociale. Enfin, c'était un film, vraiment un film. Et ça, du coup, ça n'a pas marché, puisque j'ai été transféré proche de la mer Noire, à l'opposé complet de la Grèce. Tant mieux, j'ai envie de dire quelque part, parce que je ne sais pas si j'aurais pu commencer une deuxième vie comme ça. Le deuxième projet ou deuxième stratagème qui avait été élaboré était de me faire transférer de prison. Et cet ange gardien avait trouvé un groupe de Tchétchènes qui tuerait tous les gardiens de prisonniers dans le fourgon pénitentiaire. Et ensuite, il me capturerait et contre rançon, il me rendrait à mon frère et à ma famille. Ça n'a pas marché non plus. Tant mieux, j'ai envie de dire à nouveau, parce que je ne me voyais pas marcher par-dessus des corps gisant sur le sol. Je sais que ma vie est précieuse, mais la vie de tout à chacun est précieuse aussi, même si c'est des gardiens de prison. Tuer 5, 6 ou 8 gardiens de prison, j'aurais pas pu me regarder dans un miroir pour le reste de mes jours. Et le troisième stratagème était de soudoyer un juge de la Cour suprême que Nessim connaissait. Et donc, il était question d'amener un demi-million d'euros à la Cour suprême, à ce juge. Qui était d'accord. Qui était d'accord. Tout était réglé, tout était lisse. Et il devait juste le faire au compte-gouttes pour ne pas susciter le doute, en fait, par rapport à ce qu'il faisait. Donc, j'appelais mon frère 10 minutes par semaine. C'était le jeudi ou le vendredi. Et donc, mon frère m'a dit, tu es le prochain sur la liste. Il a fait sortir il y a quelqu'un il y a quelques semaines, mais tu es le prochain sur la liste. C'est une question de quelques jours, une semaine. Je dis très bien. Même si je me disais, mais quand même, un demi-million d'euros, c'est le prix d'un appartement, d'un petit appartement, mais j'ai pas fait quelque chose de tellement répréhensible que je dois payer ma liberté à ce prix-là. Et il me disait, Fabien, ta liberté n'a pas de prix, c'est notre seule solution. Donc j'ai pas eu le choix d'accéder. De toute façon, il allait le faire avec ou sans mon accord. Et donc, je le rappelle le jeudi suivant. Et il me dit, pas encore, mais ça va venir. Le jeudi suivant, je l'appelle. Et là, j'entends que sa voix est différente d'habitude. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, il avait la voix un peu tremblante. Il me dit, en fait, j'ai été hier à Ankara. Et le juge qui devait te faire libérer a été limogé. Donc, ça, c'est tombé à l'eau aussi. Il s'avère que j'ai envie de dire tant mieux pour ces 3 stratagèmes ou scénarios. Enfin, scénario, on dira ce qu'on veut. Mais pendant tout ce temps, ce qu'il faut expliquer, Fabien, c'est que ça vous a permis de tenir. Votre avocate, Carole Olivia Montenot, l'a dit à plusieurs reprises et vous nous l'avez confié il y a quelques minutes. La vie est de plus en plus difficile. Vous pensez même vouloir en finir à un moment donné parce que les conditions sont terribles. Entre-temps, ce qui vous permet de rester debout, c'est des lettres, des livres qu'on vous envoie, on les évoquera dans un instant très certainement, des pétitions, des comités de soutien qui s'organisent avec notamment l'appui de votre ami et confrère journaliste que j'embrasse, David Benaïm, ami d'enfant, je crois que c'est votre meilleur ami. Et puis, votre sort met du temps avant de se faire connaître. Au départ, publiquement, ce n'est pas recommandé. C'est ce qu'on dit à votre avocate qui souhaite médiatiser cette affaire. Et on commence à entendre, au bout d'1 an, je crois, votre famille, en tout cas par le biais de votre avocate que nous venons d'évoquer. Et j'ai le souvenir de l'ambassadeur de Turquie en France, Ali Onaner,
interpellé sur le plateau de Cyril Hanouna au lendemain de l'intervention de votre avocate, qui va s'exprimer sur le plateau de BFM TV ou encore sur donc TPMP. Est-ce que vous direz que la médiatisation vous a aidé, d'une part à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur? Alors, à l'extérieur, pour moi, c'est très difficile de le dire puisque j'étais enfermé. Mais à l'intérieur, vraiment, vraiment énormément. Cet élan d'humanité que j'ai ressenti de toutes parts du monde, des inconnus qui commençaient à m'écrire, à m'envoyer des livres, à m'envoyer des mots de soutien, d'encouragement. C'était magnifique. C'était magnifique et dangereux en même temps parce que ça suscitait la jalousie des autres détenus. C'est ça. Je recevais 25 lettres par semaine. C'était incroyable parce que eux, quand ils recevaient une lettre par mois, qui venaient la plupart du temps d'autres prisons, c'était des lettres entre prisonniers. Et moi, je recevais des lettres de France, des États-Unis, d'Angleterre, d'Israël, du Brésil, d'Australie. Enfin, c'était qui est ce garçon? Qui il est? Comment ose-t-il? Alors, qui vous aide à sortir concrètement et comment ça se passe? Alors, c'est une bonne question. C'est un mélange d'avocats très compétents, dont Maître Zimret fait également partie, grande partie. C'est un ex-ambassadeur de France au Danemark, qui est aussi avocat des droits de l'homme, ambassadeur des droits de l'homme, qui a une finesse dans la manière dont il s'exprime, qui aide diplomatiquement en fait, et Carole Olivia Montenot, elle qui est très comment dire, elle est très pugnace, exactement. Donc la combinaison, le mariage des deux fait que ça va m'aider à sortir. Il y a aussi le fait que Macron ait parlé de mon cas à Erdogan en marge du G7. La médiatisation a énormément fait. Nicolas Sarkozy vous a soutenu? Oui, je l'ai rencontré d'ailleurs à ma sortie de prison. De quelle manière? Il a pris parti, il a signé la pétition. Il y a une pétition qui a été signée par plus de 120 000 personnes, dont beaucoup de politiciens. Clément Beaune également m'a soutenu, m'a envoyé un message sur mon téléphone à ma sortie de prison. Donc c'était beau et ça me rassurait. En fait, je me disais, je suis plus tout seul. Fabien Azoulay, il y a aussi, vous l'appelez votre ange gardien. J'ai envie de dire que oui, ça porte vraiment bien son nom. Cette personne, vous l'appelez Nessim. Qu'importe si c'est le vrai nom ou pas, on le gardera secret. Mais c'est lui qui va vous sauver parce que c'est lui qui trouve un cas similaire au vôtre qui fait jurisprudence. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il trouve ce cas de jurisprudence dans la jurisprudence turque qu'il donne à mon avocate Carole Olivia Montenot pour qu'elle le traduise en français. Qui a rendez-vous avec Ali Onaner quasiment au lendemain ou quelques jours après le passage en TPMP. Tout à fait. Donc, tout s'est vraiment bien enchaîné. Et donc, elle présente ce document à l'ambassadeur qui la supplie d'arrêter la médiatisation pour qu'il puisse s'occuper de me faire transférer. Tout ça est bien sûr conditionnel au fait que ce papier n'apparaîtra jamais dans la presse. Puisque comment expliquez-vous qu'un citoyen turc soit en prison à la maison en attendant son verdict et puis qu'il sera en fait libéré en première instance, et un citoyen français, américain, juif et gay écope de 16 ans et 8 mois. Comment en démocratie on peut expliquer une justice à deux vitesses? Alors qu'il est exactement dans le même cas que vous. Même quantité, même site web, et il est arrêté en fait après moi, 2 mois après moi. Donc ce cas de jurisprudence aurait dû être trouvé par l'un des 5 cabinets d'avocats que j'ai engagés successivement au cours des 4 années. Est-ce que vous avez eu la réponse? Ah. Pourquoi ça a été différent pour vous? Non. Vous l'avez jamais dit? Non, mais comme on l'avait évoqué en début d'émission, je pense que ma religion et mon orientation sexuelle n'ont vraiment pas aidé. Et peut-être le tampon israélien. Vous êtes extradé en France, vous sortez libre un peu plus tard, le 2 novembre 2021, au bout de 4 ans. Quel souvenir, quel sentiment?
Alors, je me souviens très bien du jour de ma sortie de prison. J'ai mon frère Xavier et un ami Dimitri qui sont venus me chercher. Donc, le 2 novembre 2021, il faisait un soleil pas possible. Et en fait, j'ai passé la porte de la prison et puis je me suis dit qu'on allait dire couper. Vraiment comme dans un film. J'ai bien sûr enlacé mon frère très fort, mon ami. On a été prendre un verre au café vers Beaugrenelle. Et en fait, mon avocate nous a rejoints. Et c'était un grand moment parce qu'il y avait Xavier, donc Carole Olivia. Et j'étais au coin de Beaugrenelle, du pont, je me souviens plus. Birakem. Je vois très bien où. Et en fait, je voyais d'un côté la Tour Eiffel et de l'autre la Statue de la Liberté. Vous étiez à l'Éclectique. À l'Éclectique, exactement. Je n'osais pas dire le nom, mais c'était exactement. C'est pas grave, ça s'appelle plus comme ça, donc il n'y a pas de problème. D'accord, c'était là où j'étais. Et en fait, je me dis, c'est une belle manière de refermer l'histoire parce que la Statue de la Liberté, ça évoque New York, évidemment, et la Tour Eiffel, Paris. Donc ça, c'était un moment fort de ma libération, avant qu'on passe de libération à dépression. Aujourd'hui, Fabien Azoulay, vous avez 47 ans. 46. 46. À l'aube, on va dire, dans un petit moment de vos 50 ans. Vous avez quel genre de vie aujourd'hui ? Alors, aux antipodes de la vie que j'avais à New York, ça c'est sûr. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que avec toute la richesse matérielle que j'avais à New York, j'étais pas aussi heureux que je le suis aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Là, je pars bientôt en Israël pour faire du bénévolat. J'ai trouvé un peu un sens à ma vie en aidant les autres. Et c'est pas en échange de moyens financiers. C'est vraiment aider parce que j'aime aider. Et j'ai fait cet apprentissage un peu en prison. Donc, aussi dur que l'expérience a été, elle m'a aussi permis de mûrir, de devenir un homme, de m'affirmer, de pas avoir peur de dire non, mais aussi m'a aidé à développer ma capacité à pardonner, que je n'avais pas avant. J'étais très rancunier et un peu enfant gâté, alors que je ne l'étais pas à la base. Mais New York m'a rendu comme ça, le succès m'a rendu comme ça. Vous étiez parti faire ce tour du monde pour trouver un but, une activité qui vous ferait vibrer intérieurement. Quelque part, est-ce que vous l'avez trouvé ? Est-ce qu'on peut considérer ça ? Et quel bilan, quelle philosophie au final vous tirez de tout cela ? Alors, plusieurs philosophies. La première, c'est que on ne se résume pas en tant qu'individu aux erreurs qu'on commet. On est plus que ça. Deuxièmement, comme j'en parlais juste avant, la capacité à pardonner. Retenir des sentiments négatifs envers une personne, ça n'apporte rien. Ça apporte de l'agressivité, des ondes négatives. Donc même si une personne vous fait du mal, en tout cas c'est ma philosophie aujourd'hui, on pardonne. Fabien Azoulay, dans cette partie d'émission, on va découvrir non pas toute la culture que vous aimez comme il est d'ordinaire dans cette émission de faire, mais on va découvrir la chronique flashback avec Annabelle Guiraud autour du thème qui nous rassemble aujourd'hui. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle. Bonjour Fabien. Bonjour Anne. Dans cette chronique, on va aborder le thème de la prison sous le prisme de la culture, au travers de la musique, la littérature, le cinéma. Allez, c'est parti. Commençons en musique avec Serge Gainsbourg et la chanson du Forçat. Extrait. Oh, faut-il vraiment se laisser emprisonner? Oh, pour connaître le prix de la liberté. Nous sommes en 1966 quand Serge Gainsbourg répond à une commande pour composer la bande originale du feuilleton Vidocq, diffusé sur la seule chaîne du moment, l'ORTF. Pour les plus jeunes d'entre nous, Vidocq, c'est un personnage qui a réellement existé. Un homme aux multiples vies, aventurier, délinquant, forçat. Il s'échappera du bagne, deviendra chef de la brigade de sûreté de la préfecture de police pour finir à la tête d'une agence de détectives privés. Et c'est donc grâce à Vidocq que le nom de Gainsbourg est inscrit au générique de cette célèbre série en 1967. Intéressons-nous à présent à la chanson du Forçat. Est-ce vraiment une création originale de l'homme aux oreilles de chou ?
Alors c'est vrai, on est plutôt habitué à des orchestrations jazz ou classiques. Un petit coup d'appli de Shazam sur la partie guitare folk blues de la chanson du Forçat et bim, on tombe sur la ballade Of Hollis Brown de Bob Dylan, sortie en 1965. Eh bien oui, Gainsbourg avait bel et bien emprunté les notes d'un autre et il ne s'en cachait pas. Il pensait même que personne ne s'en apercevrait, répondra-t-il au micro de Francis Blanche. Mais je vous rassure, les paroles de la chanson du Forçat sont bien de Gainsbourg, des paroles ciselées qui résument en quelques mots la privation de liberté et la saveur de la liberté quand elle est recouvrée. C'est vrai cela, Fabien ? Quand on sort de prison et qu'on n'a plus rien au-dessus de la tête, que l'on voit le ciel, c'est un souvenir qui marque, non ? Tout à fait. Il n'y a pas de mots pour le décrire. On va continuer avec de la musique et la chanson qui se prononce peut-être Nouda. Oui, Nouda, une chanson de Koma Sorkswin. Koma Sorkswin, c'est un groupe fondé par Nudem Durak. Nudem Durak, chanteuse kurde de 26 ans, originaire de Turquie et emprisonnée depuis 2015 dans des geôles turques pour avoir enfreint l'interdit de chanter en kurde. Voilà une région du monde où l'on espère un jour un renouveau au sommet du pouvoir. Il semblerait d'ailleurs que c'est en train de se dessiner avec les résultats des dernières municipales qui ont lieu hier. Alors, tiens, en parlant de renouveau, cela se dit Nouda en kurde. Et c'est le titre du prochain extrait que l'on va écouter, interprété par le groupe donc de Nudem Durak. Quand Nudem Durak est emprisonnée en Turquie. Elle est condamnée à 10 ans de prison pour promotion de la propagande kurde. En d'autres termes, son crime est d'avoir chanté la culture du peuple kurde dans une Turquie où le gouvernement souhaite la voir exterminée. Et l'injustice ne s'arrête pas là. En juillet 2016, sans accusation supplémentaire, sa peine est portée à 19 ans pour appartenance à une organisation terroriste. C'est en quelque sorte un châtiment long, très long, pour lui enlever le goût de chanter en kurde pour le peuple kurde. Et c'est une affaire d'ailleurs qui va faire grand bruit dans les médias et très soutenue. Oui, très vite, cette campagne de soutien va prendre forme avec des chanteurs qui se mettent en place en Allemagne, par exemple, avec Song for Nudem. Et en 2019, c'est en France, l'écrivain Joseph Andras écrit un premier article dans l'Humanité et puis un second dans la revue en ligne Lundi Matin qui sera traduit en plusieurs langues. Et on arrive en 2020 comme ça à une campagne Free Nudem Durak qui est lancée. Les soutiens de figures politiques, intellectuelles et artistiques arrivent des 4 coins du monde démocratique. Et la perle revient en 2021 à Roger Waters, cofondateur du groupe rock Pink Floyd, qui lui enverra une guitare en prison pour remplacer celle cassée par les gardiens. Car oui, Nudem Durak continue de créer derrière les barreaux. Les barreaux peuvent annihiler beaucoup de choses, mais la créativité subsiste, surtout quand c'est un repart à l'injustice indicible. Vous approuvez ça, Fabien ? Tout à fait, tout à fait. Et je ressens ce qu'elle peut ressentir en prison. Être condamné pour ça, c'est absolument horrible. C'est absolument horrible et qu'elle continue d'exprimer son art et son combat, c'est admirable. On va poursuivre en lecture avec Michel Foucault, Annabelle. Oui, Michel Foucault, avec Surveiller et punir, naissance de la prison, Paris en 75, chez Gallimard. Michel Foucault, philosophe français et militant politique, dans les années 70, il fonde le groupe d'information sur les prisons qui donne la parole aux détenus sur leurs conditions de vie. 5 ans plus tard, il dispose de suffisamment de matière pour écrire Surveiller et punir, naissance de la prison. Un essai où il s'interroge. D'où vient cette étrange pratique ou le curieux projet d'enfermer pour redresser, que portent avec eux les codes pénaux de l'époque moderne. Sans doute une technologie apparue au 19e siècle, une technologie dite moderne selon lui, de tout un ensemble de procédures pour quadriller, contrôler, mesurer, dresser les individus, les rendre à la fois dociles et utiles. L'essai étudie l'apparition historique de la prison sous sa forme moderne, en commençant par constater la disparition de l'application en public de la peine de mort au profit d'exécutions cachées par les secrets des murs. Dès le 19e siècle, c'est la fin des châtiments spectacles en Europe. Désormais, les hors-la-loi sont simplement privés de leur liberté. Il y a des pratiques punitives plus pudiques. Prison, réclusion, travaux forcés, déportation. Pour Michel Foucault, c'est l'organisation d'une discipline minutieuse qui a permis au pouvoir des sociétés modernes de s'ancrer. En résumé, dis-moi comment ton pays punit les criminels et je te dirai si tu vis dans une société moderne ou pas. Et on termine cette chronique avec bien sûr un film qui avait fait beaucoup parler à l'époque de sa sortie et que vous évoquez en 4e de couverture, Fabien Azoulay, et c'est bien sûr Midnight Express. Oui, Midnight Express, un film dramatique américano-britannique d'Alan Parker sorti en 1978 et inspiré du livre autobiographique de William Hayes. Sans plus attendre, écoutons un extrait de la BO en français daté de 78. Chers parents,
Voici la lettre la plus pénible que j'ai jamais eu à écrire. J'espérais pouvoir me tirer de cette vilaine affaire assez vite pour que vous n'en sachiez rien. L'histoire authentique d'un jeune homme égaré en pays étranger. Midnight Express, c'est l'histoire de Billy Hayes, touriste en Turquie qui est arrêté à la frontière avec 2 kg d'hachich. C'est le début du cauchemar pour Billy, condamné 4 ans de prison en Turquie pour détention de drogue. Rejugé par la suite pour que ça serve d'exemple, sa peine de prison atteindra 30 ans de prison pour trafic de stupéfiants. S'évader ou mourir. Il n'a pas d'autre choix. Il choisira l'évasion. Référence au titre du film Midnight Express, une expression qui signifie s'évader dans le langage des prisonniers. Midnight Express, un film aux 2 Oscars et 6 Golden Globes, à voir ou revoir sur Netflix. Et je crois qu'il y a une petite anecdote peut-être à évoquer autour de ce film. Alors oui, Billy Hayes, le prisonnier, l'ex-prisonnier, m'a écrit pendant que j'étais en prison. Donc alors je ne savais pas qui il était. Tous les détenus me disaient, mais ton histoire, toi, c'est Midnight Express. Et comme je n'avais jamais vu le film, je ne savais pas à quoi il faisait référence. Sauf que à ma sortie, je me suis décidé à le voir et j'ai compris, en fait, il y a pas mal de similitudes entre ce qui lui est arrivé et ce qui m'est arrivé. Sauf que il savait les risques encourus en prenant du hashish, en essayant de smuggler du hashish à la frontière. Alors que moi, j'avais commandé un produit en mon nom, donc il n'y avait pas exactement l'envie de tromper les personnes. Mais il m'a écrit, il m'a dit d'essayer de faire du yoga en prison et j'ai gardé la lettre et puis c'est sympa d'avoir une lettre de Billy Hayes. Ah oui, forcément, ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a aussi des livres que vous avez lus, Fabien Azoulay, en prison, qu'on vous a envoyés. Est-ce que certains vous ont aidé? Lesquels vous avez lus? Oui, alors il y en a une bonne partie qui m'ont marqué et qui m'ont aidé. Il y en a un en particulier de Viktor Frankl qui s'appelle Man's Searching for Meaning. Donc en français, je l'ai lu en anglais, donc je me souviens. C'est la signification. Donner du sens à sa vie, la logothérapie. Exactement, c'est la logothérapie en fait qui explique. Donc il commence son livre par expliquer son parcours quand il a été déporté. Et c'était un psychiatre au départ, donc quelqu'un d'éduqué et d'instruit. Et il expliquait que c'est pas forcément les gens les plus éduqués ou les plus forts qui ont tenu, mais c'est le fait d'avoir un but dans la vie qui fait tenir les gens. Et il est de là, il est venu, il a établi cette logothérapie. Mais moi, ce que j'ai retenu surtout, c'était lui, il a réussi à tenir dans des conditions qui étaient bien pires que les miennes. Et quelque part, s'il a pu tenir et s'il y a encore des survivants aujourd'hui, j'ai pas le droit d'abandonner, moi. Merci beaucoup à Annabelle Guiraud pour cette chronique. On se dit à demain sur l'antenne de Radio J. Fabien Azoulay, on continue cette émission avec vous. Vous êtes venu nous voir pour votre livre Istanbul, dernier arrêt 4 ans dans les prisons turques, sorti aux éditions Stock, que Radio J vous offre. Pour le gagner, très simple, téléphonez gratuitement au 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom, adresse, numéro de téléphone. Premier arrivé, premier servi. Tout de suite, c'est le journal de l'info sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Un triste cap franchi en ce 178e jour de guerre. 600 soldats israéliens ont perdu la vie depuis le début des combats contre le Hamas. Plus de la moitié ont péri lors de l'attaque sans précédent du 7 octobre. Au moins 256 soldats ont eux été tués dans la bande de Gaza depuis le 27 octobre, début de l'opération militaire terrestre lancée en représailles. D'autres militaires ont été tués en Judée et Samarie ou à la frontière avec le Liban où les échanges de
de feu sont quasi quotidiens. Par ailleurs, plus de 1500 soldats ont été blessés dans le territoire palestinien depuis le début de l'opération terrestre, toujours selon l'armée israélienne. Du côté de la bande de Gaza, justement, Tsahal a quitté l'hôpital Shifa après avoir achevé son opération antiterroriste. Cela faisait 2 semaines que ce raid surprise avait démarré. Une opération qui a conduit à l'élimination de près de 200 terroristes, mais aussi à l'arrestation de plus de 500 membres du Hamas et du djihad islamique. Hier encore, Tsahal a annoncé que dans le service de maternité de l'établissement médical, les forces israéliennes avaient découvert de nombreuses armes cachées dans des oreillers, des lits de patients et même dans les plafonds et dans les murs du complexe. Cette annonce de fin d'opération a été l'occasion pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de préparer les esprits à une nouvelle offensive israélienne à Rafah. On l'écoute. L'armée israélienne se prépare à évacuer la population civile et à l'aide humanitaire, ce qui est vrai du point de vue opérationnel et du point de vue international. Cela prend du temps, mais cela se fera. Nous allons entrer à Rafah et nous liquiderons là-bas les divisions du Hamas pour une seule et bonne raison. Il n'y a pas de victoire sans entrer à Rafah. Il n'y a pas de victoire sans liquider les divisions du Hamas là-bas. Et donc, c'est la base pour le retour de tous nos otages aussi. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, hier traduit par I24 News. Israël et les États-Unis doivent d'ailleurs tenir une réunion virtuelle dans les prochaines heures pour discuter des propositions alternatives de l'administration Biden à une invasion militaire à Rafah. Dans le sud, par ailleurs, à Eilat, des milices pro-iraniennes ont frappé une base de Tsahal. Le drone qui a frappé cette base de la marine israélienne dans la région a été lancé depuis l'Irak. Si le bâtiment a été légèrement endommagé, aucun blessé n'a été signalé. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à nouveau pour discuter de la situation à Gaza. À 20h, heure française, l'instance tiendra une réunion à huis clos pour discuter de l'évolution de la guerre. Réunion réclamée par Paris une semaine après avoir adopté une résolution de cessez-le-feu immédiat. Réunion qui intervient aussi quelques jours après que la Cour internationale de justice ait demandé à l'État hébreu de prendre des mesures pour assurer l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. En France, les autorités ont déjoué un attentat contre la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'était début mars avec l'arrestation d'un suspect égyptien de 62 ans proche de l'État islamique, a confirmé le ministre de l'Intérieur au journal du dimanche. Cet individu allait passer à l'acte contre un édifice religieux ou en tout cas ses abords et toucher éventuellement des chrétiens, a détaillé Gérald Darmanin. D'autres arrestations de suspects liés à l'État islamique ont également eu lieu ces dernières semaines, a-t-il encore précisé. On écoute donc le ministre de l'Intérieur. Ils n'attendent pas que des événements extraordinaires pour passer à l'acte. Il ne se passe rien de spécial à Moscou, dans la banlieue de Moscou, où il y a 130 morts. Quand Dominique Bernard se fait assassiner, ce n'est pas un événement spécial. La menace, elle est tous les jours, même s'il n'y a pas d'événement. J'allais vous dire que les moyens que nous mettons justement pour empêcher le passage à l'acte, ils sont considérables du fait aussi de ces événements. Nous avons expulsé depuis que le président de la République est président de la République plus de 1000 fichiers S du territoire national. Personne n'avait jamais fait ça. Je pense que c'est aussi une manière de nous prémunir contre tous ces événements qui peuvent être en effet des lieux de terreur. Gérald Darmanin hier au micro de LCI. Enfin, plusieurs mesures viennent modifier le quotidien des Français en ce début de mois d'avril. Parmi les plus marquantes, la vignette verte positionnée dans le coin du pare-brise n'est plus requise, remplacée par une inscription dans un fichier dématérialisé des véhicules assurés. Par ailleurs, plusieurs prestations sociales sont revalorisées en raison de l'inflation, comme le RSA, la prime d'activité, les allocations familiales ou encore l'allocation aux adultes handicapés qui augmenteront chacune à hauteur de 4,6%. Et merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve demain. En attendant, c'est la suite de notre émission juste après la pause avec mon invité Fabien Azoulay et mon coup de cœur sur Radio J. Radio J. Radio J. Tous les lundis, 21h, 22h. Classico. Salut, c'est Steve Nadja. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio J. Daniel Riolo, Julien Cazard, Jimmy Algerino, Pascal Olmeta, Grégory Schneider. Ils sont déjà venus à Classico. On vous y attend. Soyez prêts. Coup d'envoi ce soir, 21h sur Radio J. Radio J.
Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture. Abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digital sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. 16h06, merci à toutes et à tous de nous rejoindre sur Radio J. Si c'est le cas, si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Fabien Azoulay, venu nous voir pour son livre Istanbul, dernier arrêt, 4 ans dans les prisons turques, sorti aux éditions Stock et gagné par Rémi Abécassis. D'ailleurs, il y aura une petite dédicace juste avant de vous l'envoyer. On passe sans plus tarder à la séquence préférée de nos auditeurs dans cette émission qui s'intitule l'introspection. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Fabien Azoulay, Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Vous connaissez ça, mais essayons de faire cela à présent ensemble maintenant avec 10 questions pour encore mieux vous connaître. La première est celle-ci. Si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Rien du tout. En fait, je la reprendrai comme elle s'est déroulée. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à un enfant pour réussir sa vie ? Souris. Le moment présent est vraiment ce qui compte. Le passé, c'est le passé. Le futur est incertain. Tout ce qu'on a, c'est le présent. Donc profite, ris, joue avec tes amis, fais ce qui te plaît. Y a-t-il eu alors un plus bel âge dans votre vie ? Et si oui, pourquoi ? C'est maintenant que je suis en train de le vivre. Y a-t-il une erreur dans votre vie, une seule, que vous avez résolue ? Oui. Il y en a une. Laquelle ? Je suis passé à travers la prison d'un type un peu arrogant à un homme aujourd'hui qui a le cœur ouvert, en fait, qui est généreux et dont l'âme est vivante. Et c'est vous ? Aujourd'hui, c'est moi. Qu'est-ce que vous aimeriez faire alors aujourd'hui, mais que vous ne faites pas ? Apprendre l'hébreu, apprendre la danse, revoyager. Il y a tellement de parties merveilleuses dans le monde à découvrir. Donc je referai ça un jour peut-être, mais pour l'instant je ne le fais pas. Quelle est la chose que vous avez réalisée dans votre vie et dont vous pensez justement vous souvenir toute votre vie ? Mes années à New York, c'était quelque chose de fantastique. Pas tout le monde a la chance de côtoyer des célébrités, de même faire copain-copain avec des célébrités pour certaines d'entre elles. Si je vous parle d'amour, comment cela résonne pour vous ? Oui, bien. Un sentiment inexplicable, des papillons dans le ventre. Ça m'est arrivé ça aussi, j'ai eu cette chance de connaître le vrai amour. Donc voilà, quelque part je me dis, si ça se reproduit pas dans cette vie, c'est pas grave parce que je l'ai touché du doigt déjà une fois et c'était magique. Si vous pouviez changer une chose, soit sur votre personnalité ou bien sur votre corps, ce serait quoi ? J'aurais dit l'impatience, mais même ça, j'ai réussi à le cultiver en prison. Donc c'était un gros défaut que j'avais, l'impatience. Et certains diront que j'en ai encore quelques résidus aujourd'hui. Mais c'est beaucoup plus atténué que ça ne l'était à l'époque. Si vous étiez président de la République, quelle serait la première mesure que vous prendriez ? Ça, c'est une question... Première
Joker. Il y a une anecdote avec quelqu'un que vous avez rencontré en prison qui est un petit peu longue, mais vous l'avez conseillé, je crois. Oui, avec Entre guillemets. Un détenu qui était radicalisé, que j'ai réussi à un peu sortir de là. Je vais pas dire déradicaliser, mais il y a fort à parier que quand il sortira de prison, il recommettra pas le même crime ou des crimes antisémites. Ça, j'en suis quasiment sûr. Peut-être donc des moyens là-dedans qu'on pourrait donner. Pour terminer, Fabien Azoulay, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Une personne au grand cœur qui est prête à aider. Donc, si quelqu'un me croise dans la rue, qu'il soit pas intimidé, bonjour, un sourire, je suis ravi. Merci beaucoup. On découvre ensemble à présent un coup de cœur que nous allons certainement partager sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Noam Cartozo. Bonjour à tous. Alors ça c'est un très grand plaisir de vous revoir. C'est partagé. Parce qu'on a partagé une interview il y a très longtemps ensemble. Il faut raconter cette anecdote. Ah bah alors je vous laisse le plaisir de le faire. Ok. Cyrielle a été ma première intervieweuse de ma vie, voilà, de toute ma carrière, sur une chaîne qui n'existe plus aujourd'hui. C'est ça. Enfin, qui n'existe plus pour la chaîne, je ne sais pas, mais une émission qui n'existe plus, qui s'intitulait Mazal TV, présentée par Yves Toledano, qui m'avait donné ma chance. Je crois que nous étions en 2011. Exactement. Si mes souvenirs sont bons. Et on avait 8 ans et demi. Ouais, c'est tous ça, les deux. Voilà. Exactement. Et cette séquence existait déjà, comme quoi, voyez, on ne lâche rien. Je suis très content de revenir. La rubrique coup de cœur reste très importante pour moi. Donc on se connaît en effet depuis très longtemps, et même avant cela, puisque on se connaît depuis l'époque de la série L'Ascenseur. Exactement. Ouais. Que vous réalisiez que vous écriviez avec Pauline de Chavannes, la fille de Stéphane Tazimovic, que j'embrasse très fort, devenu attaché de presse depuis. Fini l'entre-soi, vous êtes comédien, artiste engagé. Et William Benamou qu'on embrasse exactement, comédien, artiste engagé, on peut le dire en tout cas aujourd'hui. Sans le vouloir, mais oui, ça m'est tombé dessus. Sans le vouloir, vous désirez aujourd'hui que l'on parle de votre engagement sur les réseaux sociaux, qui est très fort, par le biais artistique, contre toute forme d'enfermement, j'ai envie de dire, parce que ça a commencé avec le confinement, on va y venir dans un instant, mais aussi par les discriminations, à commencer par l'antisémitisme, mais aussi les violences commises depuis le 7 octobre. Et vous avez fait pour cela beaucoup de choses, j'ai envie de dire, beaucoup de différents projets que vous avez développés. Et dernièrement, un qui a pas mal buzzé, même si je n'aime pas ce terme. Oui, c'est vrai qu'on aurait aimé buzzer pour de bonnes raisons et pas quand les choses vont mal. Pour d'autres choses, en tout cas, oui. Ouais. Des clichés, photos pris par Léa Marciano, avec qui vous avez déjà travaillé sur le court-métrage We Will Love Again, dont on va parler dans un instant. C'est un magnifique, long travail réalisé ensemble, avec aussi une maquilleuse que vous souhaitiez mettre en lumière. Oui, c'est vraiment le maquillage qu'on voit en premier de Yolande Desté. C'est vraiment ça qu'on voit en premier sur les clichés, avec de toutes les insultes et les mots antisémites qu'on recevait sur les réseaux sociaux, qu'on a retranscrit sur mon visage. Donc voilà, c'est un travail à 3 pour 3 clichés qui sont à la fois terribles et merveilleusement mis en lumière, en tout cas pour la réalité des juifs français, et sans doute pas que, évidemment, avec plusieurs mots. Hitler avait raison, sioniste égale fasciste, colonisateur, criminel. Il y a d'autres mots, race maudite, vous mentez sur le 7 octobre, crève, youpin, sale riche, génocidaire, sale juif, israélien, colonisateur, criminel. Ça fait bizarre de tous les entendre aujourd'hui. Et oui, mais c'est très important parce que il faut savoir qu'on a corrigé les fautes d'orthographe sur la photo, parce que tout ce qu'on recevait, c'était évidemment très très mal écrit. Ces photos, elles ont relevé une attention très particulière. Comment vous avez eu cette idée ? Voilà, c'est Léa Marciano qui est l'initiatrice de ce projet, qui s'est dit mais c'est pas possible, avec tout ce qu'on reçoit, on peut pas laisser passer ça. Il faut qu'on mette chacun nos talents, que ça soit par l'acting, que ça soit par le maquillage ou que ça soit par la photographie. On a réuni nos talents à 3 et on s'est dit qu'il fallait poster ces photos. Et hasard de calendrier ou pas, on a posté ça le jour, la journée internationale de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Alors on va y venir, mais je tiens à dire que la légende aussi a une grande importance, que j'ai trouvée très réfléchie, très intelligente.
Elle dit ceci: vous en avez marre d'entendre parler de l'antisémitisme, nous en avons marre de le vivre. Je pense que c'est ce qu'on ressent tous, tous ceux qui sont de notre religion aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, mais en fait on le vit tout le temps au quotidien, quoi. C'est vraiment quelque chose qui pèse, en fait, qui est pesant, et en fait on voit que les écritures prennent toute la place, non seulement sur mon visage, mais on déborde un peu sur le reste de mon corps. Il faut savoir que si on avait dû écrire toutes les insultes Votre corps n'aurait pas suffi. Je n'ai qu'un petit corps, il aurait fallu remplir une bibliothèque nationale, je pense. Noam Cartozo, vous venez de le dire, vous étiez à la manifestation du 8 mars à Paris lors de la Journée internationale des droits des femmes, et vous faites partie de ceux qui ont témoigné pour parler de l'horreur. Je pense que c'était pas une journée internationale du droit des femmes ce jour-là. C'était une journée du Troisième Reich, clairement. C'était une journée où on a vécu l'horreur, on a vécu des choses qu'on n'aurait jamais dû vivre, et des choses qu'on a vues dans les livres et dans les films, quoi. C'est des choses vraiment de manifestations anti-juives, clairement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous étiez certainement avec vos amis, celles évoquées qui sont engagées comme vous, artistes et engagés. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez vu? Et qu'est-ce qui vous a le plus choqué? Déjà, c'est le fait de vouloir nous encercler. Il y avait une volonté de vouloir nous encercler, de nous bloquer, déjà qui était très très oppressant. Après, c'était des slogans sionistes égale fascistes. Il y a toujours le truc très particulier de jamais dire juif, mais de dire sioniste pour désigner les juifs. Et en nous pointant du doigt, en nous crachant dessus, en nous jetant des objets divers, des œufs, des bouteilles, n'importe quoi, des poubelles. Est-ce que vous étiez accompagné par les femmes qui venaient pour les violences faites en Israël le 7 octobre? Exactement, on était avec le collectif Nous Vivrons. Et voilà, on était accompagné de pancartes que ces femmes nous avaient distribuées, qui étaient donc pour dénoncer les massacres, les viols, les mutilations que les femmes subissent depuis le 7 octobre. Il n'y avait aucun drapeau israélien dans notre cortège. Alors, ok, c'est un choix. Moi, je me cache pas de le porter, ce drapeau, mais c'était une volonté du collectif de pas en avoir. Et malgré ça, malgré que le message il soit destiné et dédié à ces femmes-là, on s'est fait cracher dessus. Lors de la journée internationale du droit des femmes, on s'est fait traiter de sale pute, de sale juif, de sale tout ce que vous voulez. Parce que Nous Vivrons voulait dire on est juif. Exactement. Ouais. Donc c'est comme ça que vous êtes fait repérer, si je puis dire, sans le drapeau israélien. Noam Cartozo, vous parlez des violences faites aux femmes. Il n'y a pas que celles-ci, on en parle énormément, mais il y a aussi les violences faites aux hommes qui ont existé en Israël, qui existent peut-être même encore, même si ça tue de le dire. Et vous avez réalisé un court-métrage qui s'appelle We Will Love Again. Alors moi j'ai juste joué dedans. Enfin voilà, joué dedans, mais réalisé par Léa Marciano en association. Mais c'est très bien, on aurait pu l'inviter, on sera avec plaisir le plaisir de la recevoir, en association avec donc ce collectif qui s'appelle Nos Silences, prisé par Mélanie Poli-Jace, une allégorie du 7 octobre qui met en lumière donc ces victimes sexuelles du 7 octobre, qu'elles soient femmes ou hommes. On peut retrouver ce court-métrage sur YouTube, sur le compte We Will Love Again. Je l'ai vu, mais j'aimerais que vous en parliez. Et c'est aussi important de dire que la voix qui est omniprésente, c'est celle de Pascal Elbé. Pascal Elbé, exactement, on a eu la chance de la voir pour ce court-métrage. Et oui, ça a été un travail d'équipe aussi pour ce court-métrage, qui commence bien. C'est un court-métrage qui est beau, qui parle d'amour, et hasard de calendrier ou pas, mais c'est sorti aussi pour la Saint-Valentin. Donc c'est un court-métrage qui est mignon de base. Vous êtes sur la plage, censé être en amoureux avec des chérie. Amis, des joggers qui passent. La vie continue, la vie passe. Et dans une fraction de seconde, les notifications sur les téléphones portables nous alertent que quelque chose va se passer de terrible. Et là, on voit symbolisé par des hommes et des femmes sur des chevaux qui vont vers nous. On comprend qu'il y a justement un parallèle avec les terroristes du Hamas. Il y a tout ce qui est les violences faites aux hommes, aux femmes, qui sont pas montrées, mais qui sont suggérées. Voilà, qui sont suggérées. Parce qu'on vous voit vous débattre, mais on ne sait pas contre qui. Voilà, exactement. On met pas de visage sur les terroristes pour justement
montrer que c'est une ambiance pesante, une ambiance qui est toujours dans l'ombre, qui nous menace. Et oui, et à la fin, on finit sur une image de jogging ensanglanté qu'on a pu voir aussi sur les vidéos des terroristes du Hamas. Mais hommes et femmes ont porté les joggings ensanglantés. Je laisserai le soin aux auditeurs de venir découvrir ce court-métrage poignant. Noam Cartozo, j'ai dit en début d'émission que vous étiez contre toute forme d'enfermement et de discrimination. Pourquoi j'ai dit le mot enfermement ? Parce que déjà, quand on est kidnappé, on est enfermé. Et parce que le Covid vous a aussi beaucoup inspiré à une période. Vous vous êtes fait connaître pour Question pour un balcon. Voilà, ça c'est plus léger déjà, je suis content d'en parler. C'est plus léger en effet, mais ça vous a fait connaître. Vous avez le don de buzzer toujours. Et il est important de rappeler que vous êtes surtout comédien. Vous êtes sur scène dans pas longtemps. Exactement. Où ça ? Au Pouliguen le 12 avril, c'est vers la Bretagne. Voilà, on est très content pour les 3 mousquetaires environ. Voilà. Et il y a aussi Don Quichotte ou presque. Don Quichotte ou presque, voilà, on joue en octobre. Une autre pièce de théâtre que vous jouerez donc à la rentrée, un petit peu plus tard que la rentrée. Voilà, ça tourne depuis 10 ans, on est très très content de ces 2 pièces-là. Noam Cartozo, je vais vous poser la question touchy, mais je suis obligée de la poser puisqu'on est sur Radio J. Alors. Est-ce que le fait d'être un artiste engagé ne vous fait pas payer un petit tribut ? Je pense. Parce que c'est vrai, depuis 7 octobre, je crois que je dois avoir perdu entre 5 000 et 6 000 abonnés sur mes réseaux sociaux. Est-ce que c'est grave ? J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. C'est des gens qui m'ont suivi pour je ne sais quelle raison et qui m'acceptent pas pour ce que je suis. J'en ai rien à faire. Qui partent, qui prennent la porte, tant pis pour eux. Mais est-ce que économiquement, je vais perdre ? J'en sais rien. Là, c'est trop frais pour le dire. J'espère que, voilà, aujourd'hui on est à Radio J, vous allez m'engager pour d'autres choses. Non, je sais pas. Ce serait avec grand plaisir que je vous engagerai, vous le savez très bien. Après, le but, c'est pas que de travailler avec des gens de la communauté juive. J'adorerais consacrer toute ma vie à la communauté juive, mais c'est pas ça le but d'une vie, c'est d'être assez pluriel, d'être ensemble. Voilà, d'être ensemble, mais d'être dans tous les horizons. Et c'est ça qui est merveilleux dans notre pays, qui est la France. C'est de pouvoir travailler avec n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Mais est-ce que je vais le payer ? Je sais pas. Est-ce que Arthur il va le payer lui ? Je sais pas. Mais en tout cas, lui il le fait. Et lui, ça a été un leader pour moi. Ça a été un leader. Quand j'ai vu que lui, il osait prendre la parole, j'ai dit il faut le faire. On va pas le laisser tout seul. Donc voilà. Merci Noam Cartozo, à retrouver donc sur Instagram Noam Cartozo, et puis ce court-métrage que nous venons d'évoquer, We Will Love Again, à retrouver sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur aujourd'hui sur Radio J. Et vous revenez quand vous voulez. Merci. Vous le savez, la porte est ouverte. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, Fabien Azoulay, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et donc, vous êtes introduit par Sandy Boulanger, ou plutôt j'introduis Sandy Boulanger pour ce joli portrait. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle, bonjour Fabien Azoulay, bonjour Noam. Alors j'ai envie de dire encore une fois que l'invité et le coup de cœur sont toujours très liés chez Cyrielle. Voilà, messieurs, vous êtes des alchimistes de l'enfermement physique et psychologique, alors bravo. Et puis on va commencer par les 3 mots que vous nous avez partagés pour vous définir, qui sont libre, heureux et accompli. Et vous allez voir comme on vous a bien retrouvé tout au long de cette interview. Alors on commence par l'enfance, que vous nous avez dit avoir été entouré d'amour et entouré tout court. Au vu de votre énergie débordante, il fallait vous canaliser dans une famille modeste, mais qui vous a donné la hargne de vivre, de réussir, cet American Dream qui a continué de vous pousser. Et puis vous bâtissez votre empire quand même, parce que vous n'êtes pas allé là-bas pour taper des drops, non. Vous bâtissez un empire dans les spas. Et puis, lassé du glaçage brillant du bien-être, vous vous lancez dans un tour du monde au bout de 13 ans. Alors vous partez tel Ulysse, quand même un peu. Voilà, voyagez à travers le monde. Et puis vous vivez l'impensable. Vous êtes arrêté. Vous êtes enfermé dans un monde dont il faut rapidement connaître les codes et le langage. Et puis des règles qui sont mouvantes également. C'est pas facile.
Vos origines et votre orientation sexuelle vont vous faire traverser les enfers. Alors écrire une fois libre, écrire pour dire, écrire ce qui peut délivrer. Et puis vivre au-delà de ce que vous avez laissé de vous, là-bas, et témoigner pour que votre enfer ne puisse advenir encore à d'autres peut-être. Mais aussi, je me dis que de partager l'impensable, ça permet de faire évoluer face à l'impuissance de l'injustice aussi. Il y a une vague de soutien du monde entier qui vous permet de tenir le coup, de tenir le choc, de maintenir ce système d'hypervigilance qui était le vôtre, nécessaire. Mais cet état aussi de dissociation, c'est-à-dire de rester dans son mental et de quitter son corps pour supporter les horreurs et les traumas. Ce monde intérieur qui va vous maintenir finalement dans ce lien vital entre l'esprit et le cœur. Alors, c'est émouvant de faire votre portrait, Fabien, vraiment. Merci. De voir et puis d'entendre l'homme sensible que vous êtes, ayant mûri dans la traversée des ombres de l'injustice, ayant intégré dans chacune de vos cellules la puissance du pardon. C'est chamboulant quand même d'être à votre côté. Alors vous avez la grandeur de ceux qui ont traversé les plus bas et qui conservent ce corset de la dignité nécessaire pour se verticaliser dans l'humanité. Et il en faut encore et encore. Vous avez cité Viktor Frankl qui vous a inspiré. Oui, c'est lui qui cite aussi dans son livre que peu importe le comment, le how, quand on a un pourquoi, le why. Ça me rappelle ce livre aussi de Georges Semprin, L'écriture ou la vie, où lui, sortant des mêmes conditions que Frankl, il souhaitait ne parler de rien, tout arrêter d'y penser. Mais c'est impensable quand on l'a vécu. Alors vous partagez de cœur, votre cœur à tous ces cœurs. Vous êtes bien sûr senti soutenu. Et aujourd'hui, à votre tour, vous soutenez. Vous faites partie de ces rares humains qui, lorsqu'ils ont reçu, sont prêts à donner. Alors ne changez rien, bien sûr, de votre vie, Fabien, parce que vous avez intégré cette philosophie la plus intime et la plus douloureuse. C'est accepter que de vivre, c'est autant recevoir le merveilleux que l'horrible. Voilà, vous êtes un homme accompli, donc forcément généreux. Et puis surtout, vous avez le cœur ouvert, oui, vous nous l'avez dit. Et puis on le voit bien, ouais, c'est vrai. Vous êtes un symbole de la résilience, d'oser affronter l'espérance, de se remettre en question et puis surtout de rester debout dans le monde, notre monde. Alors merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé. Merci à vous pour ce beau portrait. Waouh. Merci Sandy Boulanger, notre thérapeute que l'on retrouve toutes les semaines sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Fabien Azoulay. Vous aurez le portrait, c'est promis. Sandy vient de vous dire qu'elle vous laissera ses fiches. Elles sont très jolies, mais vous savez, c'est immortalisé sur YouTube. Vous pouvez les revoir quand vous voulez. Vous êtes venu nous voir pour votre livre intitulé Istanbul, dernier arrêt, sorti aux éditions Stock, que nous offrons à Rémi Abécassis. Pour terminer cette émission, puisqu'il nous reste un petit peu plus d'une minute, vous avez amené une kippa que vous avez voulu poser sur la table. J'aimerais brièvement que vous nous expliquiez pourquoi. Alors je m'en sépare jamais puisqu'elle m'a été offerte à ma sortie de prison. C'est en fait une kippa qui a été gravée, signée par plusieurs personnes qui me soutenaient pendant que j'étais incarcéré et qui a été ensuite gravée à la main par un survivant de l'Holocauste qui avait 98 ans à l'époque. Et donc ça a une valeur inestimable à mes yeux et je me déplace jamais sans cette kippa. Merci beaucoup Fabien Azoulay d'être venu nous voir aujourd'hui sur Radio J. Merci à Noam Cartozo d'avoir été mon coup de cœur sur Radio J. Coup de cœur d'un jour, coup de cœur toujours, vous savez. Merci aussi, c'est mon coup de cœur. Toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec Samuel Pintel pour une autre histoire extrêmement touchante. À demain et belle journée à tous, toujours sur Radio J.